Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il semble bien, malheureusement, que le racisme ordinaire, l'islamophobie et l'arabophobie rampantes soient passés à une phase de réalisation. Le phénomène a existé de tout temps, en fait, mais à l'état latent, qui ne s'exprimait que de façon timorée, chafouine. Puis, pour des raisons exogènes aidant, le loup a commencé à sortir du bois. Quelques petites phrases assassines par-ci, par-là, venant de politiciens qui draguaient un électorat de plus en plus xénophobe, un électorat qui se cherchait un bouc émissaire pour oublier sa malvie, sa misère, ses problèmes. Le racisme nouveau est arrivé, comme on dit, du Beaujolais. Après le succès stupéfiant des mouvances extrémistes, beaucoup comprirent que la stigmatisation de l'autre était une aubaine électoraliste. Ce fut donc l'apparition d'un discours raciste, d'abord côteleux, maniéré, enrobé de convenances, mais chaque jour plus audacieux, plus outrancier, qui a fini par verser dans la tonitruance, dans le lynchage, de moins en moins décrié par les médias, par les mouvements antiracistes eux-mêmes débordés, de plus en plus dépassés. Le discours raciste, xénophobe, islamophobe s'emballa. Il se vulgarisa pour devenir presque banal, coutumier, allant presque de soi, jusqu'à ce qu'il ne suscite plus, mais alors plus du tout, de réaction. Et je n'exagère pas. Le bon usage politique du racisme et de l'islamophobie allait tellement se décomplexer qu'il allait verser dans la surenchère. C'était désormais à qui était le plus offensif et donc le plus offensant pour cette masse grise et terne qui ne bougeait pas, qui ne bougeait plus, prise en otage entre d'un côté des pseudo-représentants qui se bousculaient au râtelier de la République, qui se pâmaient d'aise sur les strapontins, et d'un autre côté, des fanatiques illuminés qui ne savent même pas qu'ils sont manipulés et qui se livrent à des carnages affreux au nom de Dieu et de l'islam. Et la banalisation de l'islamophobie aidant, c'est à peine si nous nous sommes rendus compte qu'un tournant dramatique venait d'être passé, venait d'être pris en Occident et tout particulièrement en France, où l'action directe est de plus en plus tentante pour certains. En Corse, des gens que nous pensons être plutôt islamophobes sont déjà passés à l'acte. Attaques contre des mosquées, presque régulièrement profanées, parfois avec du sang de porc. Des tags racistes et islamophobes fleurissent dans les quartiers même où est parquée la communauté d'origine maghrébine, dont la majorité des membres a pourtant acquis la nationalité française. Des attaques de toute nature ont été signalées ça et là contre les gens jusqu'à l'intérieur de leur domicile, contre les lieux de culte, de l'injure aux agressions physiques. Les brimades et les vexations sont devenues monnaie courante et ne sont même pas prises au sérieux quand des gens se présentent au commissariat pour porter plainte. Nous dit-on. Sale temps pour l'arabe, pour le musulman, pour le maghrébin, y compris pour ceux qui se disent non-arabes, qui affichent ostentatoirement leur jambon beurre ou leur amazirité. Tous pareils. En Corse, si on a le faciès qui vous range dans la catégorie, pas la peine de se débiner. Mais peut-être qu'au-delà de cette vague fascisante qui cible les Maghrébins et qui semble annoncer l'avènement prochain des bonnes vieilles ratonnades, comme du temps béni des colonies, peut-être le temps est-il venu pour les musulmans de se poser des questions sur l'alarmante dégradation de leur image. Pourquoi sommes-nous autant haïs? Est-ce là l'effet d'une propagande insidieuse menée par des lobbies qui activent à destination des opinions publiques occidentales? Est-ce là le résultat de notre incivisme quasi systémique, de l'énorme fossé qui existe entre notre religiosité envahissante et la triste réalité de nos sociétés? Est-ce là le prix à payer pour les attentats djihadistes perpétrés en notre nom? Est-ce là la conséquence logique de notre incapacité à ne pas pouvoir nous organiser? Comment expliquer que nous soyons ainsi stigmatisés, ravalés au rang d'infra-humains
désignés à la vindicte générale, utilisés par des politiciens opportunistes en guise de boucs émissaires électoraux. Comment expliquer qu'en notre sein même et de nos propres flancs, des gens de notre propre communauté se soient rués sur l'aubaine pour abonder dans le sens de ceux qui nous agonissent d'injures et de colibés. Aujourd'hui, les Inrocks, la Corse en tête des actes islamophobes en France. Le Temps, une habitante corse. Ici, c'est catholique, pas musulman. Tension sur l'île de Beauté après les heures intercommunautaires du week-end. Par Antoine Menuisier. TSA, islamophobie, la Corse, la région la plus anti-musulmane de France, par Zahra Rahmouni. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, Yassine Sami Saadi, militant politique qui nous parlera depuis Tunis, Chérif Lounès, représentant associatif qui nous parlera depuis la France, Aoussat Nordine qui est ici avec moi sur le plateau, que j'ai le plaisir de recevoir. Merci. Merci, qui est imam en France et écrivain, essayiste aussi, je crois. Et nous allons commencer par recevoir un chef d'entreprise corse qui restera avec nous à environ 5 à 6 minutes, que nous accueillons avec plaisir, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Jean-Marie Mariotti, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et bonsoir à tous les intervenants. J'ai bien, si vous voulez, je comprends bien le contenu, la teneur de votre émission. Et oui, pardon. Oui, je vous en prie, poursuivez. Oui, et donc, si vous voulez, je voudrais simplement, essayer de vous livrer mon ressenti d'habitants de l'île, et aussi c'est mon ressenti personnel, bien entendu, et vous expliquer aussi que entre l'analyse que font les médias des événements qui se sont déroulés en Corse, l'espèce de photographie, statistique, qui fait que la Corse serait si vous voulez, en gros, ou même en détail, donc l'endroit où il fait le moins bon être, entre guillemets, un arabe. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est aussi de bien penser qu'on a une histoire commune. Nous sommes des Méditerranéens, une histoire commune, et c'est très important à comprendre. Donc, partant de là, un autre aspect aussi sur les événements qui se sont déroulés. Les événements récents, ceux de Cisco, et ceux un peu plus anciens d'Ajaccio. Oui. Ça, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, en Corse, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un problème qui n'est pas un problème intercommunautaire, mais qui est un problème intracommunautaire. Je m'explique. Donc, si vous voulez, tout le monde veut faire l'économie, que ce soit l'administration nationale, que ce soit les Corses, que ce soit le peuple. Mais Jean-Marie Mariotti, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que moi j'aimerais que nous puissions parler vrai comme on dit, même si ce que vous dites est tout à fait, j'entends bien ce que vous dites, c'est très louable, je vous en remercie. Mais en fait, est-ce que vous allez démentir qu'il existe en Corse un climat vraiment toxique, que les Maghrébins qui sont là-bas, pour la plupart d'origine marocaine berbère, sont très mal, qu'ils rasent les murs, qu'ils ne sont pas les bienvenus partout, qu'ils sont désignés du doigt, qu'ils sont un peu, disons, des boucs émissaires, que le racisme en Corse est plus virulent que partout ailleurs en France. Est-ce que vous allez démentir cela ? Si vous voulez, formuler de cette façon-là, moi, si vous voulez, je ne peux pas honnêtement le démentir. Mais la réalité...
Oui, oui, oui. La réalité, c'est que la Corse est une terre d'accueil et une terre d'intégration. D'accord ? Ça, c'est très important à comprendre. Et on a une communauté, disons, de gens qui viennent de l'extérieur. Ça peut être, je veux dire, des Sardes. Ça a été des gens qui venaient du Maghreb. Je veux dire, on a cette capacité à intégrer. Nous sommes d'accord ? Donc, ceci étant dit, par contre, sur bien évidemment, dans le contexte de l'état d'urgence, dans le contexte aussi des attentats qui viennent de se dérouler, dans un contexte aussi où vous avez une montée du Front National et des souverainistes très fortes, il est bien évident qu'il y a, si vous voulez, des problèmes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle équipe qui est aux manettes ici au niveau de la région est très attentive justement à ce qu'il n'y ait pas de dérapage grave, comme vous l'avez signalé, c'est-à-dire qu'on passe aux ratonnades, qu'il y ait un fossé de sang entre les différents habitants de l'île. Parce que la philosophie générale, c'est quand même, nous sommes dans une communauté de destin. Nous sommes une île pauvre, nous sommes 300 000, donc nous avons intérêt à faire l'économie de tensions et de conflits intercommunautaires, d'accord ? Et intracommunautaires. Oui, mais la communauté maghrébine, qui est la minorité, disons, qui s'est installée dans cette nouvelle terre d'adoption qui est la leur aujourd'hui, représente à peu près, disons, 10% de la totalité de la population de l'île, touristes exceptés, hein, puisqu'ils sont plus de 30 000. Mais est-ce qu'ils ont vraiment pu s'intégrer? Est-ce qu'ils sont vraiment acceptés? Pourtant, la plupart d'entre eux sont français. Mais est-ce que réellement, ils sont acceptés en tant que compatriotes, corses? Absolument, absolument. Et surtout les nouvelles générations. Oui. Surtout les nouvelles générations, parce que si vous voulez, je suis intervenant, donc je suis intervenant, j'enseigne le jeu d'échecs dans des écoles primaires, et nous avons des primo-arrivants, nous avons donc des Corses d'origine maghrébine de la deuxième génération, nous avons des gens qui viennent de France hexagonale, nous avons des petits Portugais, nous avons des Corses qui sont là depuis un peu plus de temps, et si vous voulez, tout ça, c'est l'avenir de l'île. Est-ce que je me fais comprendre? Malgré que... Vous aviez même des footballeurs prestigieux qui jouaient d'origine maghrébine, qui jouaient dans votre équipe, dans vos équipes, oui. Bien sûr, absolument, bien sûr. Et ça, c'est très important. Et si vous voulez, bon, moi, mon ressenti, peut-être qu'il n'est pas, comment dire, mon ressenti, c'est qu'il faut qu'il y ait du vivre ensemble, d'accord? Et que même si on est de confessions différentes, d'accord, de confessions religieuses différentes, il faut qu'on ait, si vous voulez, que le lien ne soit pas rompu, qu'on parle ensemble, d'accord? Et ce n'est pas deux incidents isolés, comme ceux qu'on a vus à Ajaccio et à Cisco, qui font qu'il faut s'en prendre au lieu de culte, qu'il faut s'en prendre à nos compatriotes musulmans. Est-ce que je me fais comprendre? Jean-Marie Mariotti, merci beaucoup. Vous avez été très clair. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre amabilité. Merci. Aoussat Nordine, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Londres en famille depuis quelques jours. Tout à fait. D'abord, alors, j'aimerais savoir, vous êtes imam, hein, et écrivain, essayiste. Absolument. Et donc, vous connaissez bien la France, vous êtes français. Bien sûr. Vous êtes installé là-bas. Ça fait 30 ans que je suis en France. 30 ans, et vous avez des liens très forts avec les autres communautés religieuses. Absolument. Juives, catholiques, protestantes. On en a parlé au téléphone. Absolument. Et donc... quel effet ça vous a fait d'être à Londres? Quelle différence avez-vous trouvé avec votre pays, la France? Ben, écoutez, donc c'est la deuxième fois. Donc j'étais déjà ici en 2008 et ça confirme ce que j'avais remarqué déjà en 2008, cette année 2016. Il y a une société où on pourrait plutôt transposer les slogans qui sont pourtant les principes de la France, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est bien en Angleterre qu'on voit plutôt cela réel et concret
qu'en France, et notamment ces dernières années. La liberté, je vois de tout. Hein, donc, dans la façon de s'habiller, hein, donc, du plus dénudé au plus couvert. Mais personne n'a l'air de regarder l'autre de travers. Vous avez vu des policières en hijab? Tout à fait, j'ai vu des policières en hijab. Des sikhs policiers en turban? Absolument. Il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 heures, je sors du Buckingham Palace que j'ai visité en famille et je vois aussi les agents du palais de la Reine qui sont de différentes couleurs, de différentes origines. On les voit bien à leur couleur de peau, si je puis dire, mais surtout à la façon dont ils montrent leur appartenance religieuse sans aucun complexe. J'ai vu des sikhs avec turban au Buckingham Palace il y a moins de 2 heures. J'ai vu des filles musulmanes avec leur foulard. Et j'ai vu d'autres personnes, et les visiteurs pareil. Et vous avez vu des mosquées dans les beaux quartiers, dans les centres-villes de Londres, en plein centre-ville, non seulement des mosquées, mais des temples sikhs, des temples hindouistes, d'un peu partout, des lieux de culte qui... Tout à fait. Dimanche, on a fait la voiture de la banlieue londonienne jusqu'au centre de London. Et on passe dans les quartiers, on voit bien tout le monde. Voilà. On passe par le quartier juif, des jeunes et des moins jeunes, ont leur costume avec leur chapeau. On passe plus loin, on voit les évangélistes avec leurs tuniques blanches, des femmes comme les hommes, tout de blanc vêtus. Et on passe un peu plus loin, sur la gauche, on voit une mosquée, on voit les gens sortir aussi avec leurs vêtements. Voilà. Dans une ville où le maire est musulman. En plus, voilà. L'une des plus grandes villes du monde. Tout à fait. La plus grande ville en matière bancaire, financière et tout, dont le maire est musulman. Tout à fait, tout à fait. Et qui n'a pas été élu que par les musulmans. Bien entendu, la majorité, s'il est passé avec une majorité, certainement pas uniquement avec les voix des musulmans. C'est qu'il lui-même non plus ne s'est pas présenté en tant que musulman, même s'il ne faut pas se défaire de cette origine. Absolument. Dont il est fier, comme tout autre musulman. Nous allons passer donc au sujet du jour, cette histoire de racisme qui tend à enfler en Corse, où il y a un passage à l'acte. Ce ne sont plus des brimades, des vexations, des tags inscrits sur les murs des mosquées, mais là, il y a un passage à l'acte. Après une risque entre jeunes, des centaines de Corses sont arrivés à Cisco. Oui. Ils ont renversé les voitures des Maghrébins, ils ont mis le feu en présence de la police. Pourtant, il y avait des centaines de policiers qui ne sont pratiquement pas intervenus. Il y a eu des ratonnades. On nous dit que c'était de part et d'autre, mais il semble que ce soit plutôt des ratonnades. Ça veut dire que c'est les Arabes qui ont été, les Maghrébins ou les musulmans, on les appelle comme on veut, qui ont été malmenés. À votre avis, comment expliquez-vous que nous nous en sommes arrivés à ce stade où c'est un peu le passage à l'acte, c'est un peu maintenant ce qu'on craignait le plus. Ça veut dire que ce n'est plus seulement des paroles ou l'utilisation du discours haineux et islamophobe, mais là c'est carrément une ratonnade qui vient d'avoir lieu. Comme cela s'est passé d'ailleurs à Ajaccio, après que des jeunes aient lancé des pierres, des jeunes maghrébins, aient lancé des pierres contre une ambulance. Et il y a eu carrément une incursion de centaines de personnes dans un quartier de banlieue où sont parqués les Maghrébins. Il y a eu même des intrusions à l'intérieur des domiciles où on a maltraité des gens à l'intérieur de chez eux. Comment expliquez-vous ça? Moi, dans les détails de l'actualité, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas tous les détails, d'autant plus que ça fait une semaine que je suis à Londres. Par contre, disons sur les points importants, je dirais, et dans ce qui se passe actuellement sans la conséquence, vous avez déjà cité un point, je citerai 2 points. Je reviendrai, c'est un peu le traitement et surtout les réactions au niveau médiatique et au niveau politique qui a fait que, comme si on a en quelque sorte encouragé ou laissé faire ce qui vient d'arriver à Cisco. Premier point, c'est, vous l'avez évoqué, ce qui est arrivé à Ajaccio l'année dernière. D'accord, une rixe, donc des jeunes, des bêtises, ou appelons-la comme on veut, des stupidités, des jeunes qui jettent des pierres sur les pompiers et qui va se prolonger en une profanation d'un lieu de prière.
hein. Quel est le lien entre l'un et l'autre? Je dirais, si ce n'est de l'essentialisation, si ce n'est de la racialisation. C'est des gens d'origine musulmane, même s'ils ne sont pas pratiquants, et donc on s'attaque au lieu de prière. Donc là, il n'y a pas eu, je dirais, un cri très fort, très ferme des autorités politiques françaises pour dire, écoutez, attention. On ne fait pas d'amalgame. Ça n'a pas été fait. Justement, on a même l'impression que c'est le contraire. On dirait que quand le politique s'exprime, c'est pour mettre de l'huile sur le feu. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, ici à Londres, il y a eu un meurtre atroce contre 2 soldats qui ont été tués en pleine rue. Ça a choqué tout le monde, y compris la communauté musulmane. Et alors, tout de suite après, le Premier ministre britannique s'est adressé à la communauté musulmane lui disant de ne pas se sentir concernée, qu'elle n'avait rien à voir, qu'elle était innocente de ce genre de crime et que personne ne lui en voulait pour ça. Et il a apaisé. Alors qu'en France, c'est juste le contraire. Très bien. Moi, j'ai vu la vidéo de 3 minutes de la Première ministre et de son discours qui vraiment, c'était vraiment le discours qu'on aurait aimé entendre depuis longtemps de la part des politiques français. Donc, c'est vrai. Donc ça, on ne l'a pas entendu. Oui, ce n'est pas seulement... Est-ce que c'est parce que ce n'est pas dans l'air du temps, que ce n'est pas porteur, ce n'est pas électeur? Je dirais aussi que c'est sûr que ça ne rapporte rien au niveau électoral. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. C'est sûr que ça ne leur apporte rien sur le plan électoral et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Mais il faut faire attention. Ça, ce sont des calculs par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. L'électorat, il y a eu de grands changements. On ne veut pas trop parler des villes qui sont tenues depuis, je dirais, presque un siècle par une certaine tendance politique que les musulmans notamment ont expérimenté depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Ils les ont échoués. Ils les ont fait échouer. C'est-à-dire qu'il y a des villes dans la région parisienne qui sont tenues, notamment par le Parti communiste, depuis une cinquantaine d'années, qui ont perdu les élections parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis de l'électorat musulman. Hollande... Mais est-ce qu'il y a un électorat musulman? Il y a un électorat organisé, avec des consignes, des mots d'ordre? Il n'est pas organisé, il gagne à être organisé, mais dès qu'il trouve le point catalyseur, et qui va harmoniser et qui va, je dirais, faire converger, il a son poids. Et on l'a vu en 2012. Nous allons demander l'avis de Chérif Lounès qui est avec nous. Chérif Lounès, vous êtes diplômé de droit à l'université d'Aix-Marseille, diplômé en criminologie et en droit canonique de l'Église. Vous êtes responsable d'un projet de centre musulman en construction, un acteur associatif au sein de la communauté et partisan du dialogue interreligieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Effectivement, j'ai suivi les 2 interventions, notamment de M. Mariotti et de M. Aoussat. Effectivement, aujourd'hui, il y a une tension qu'on ne peut nier. Et cette tension, elle est dans une période de dangerosité extraordinaire, parce que effectivement, les gouvernants n'ont pas réussi à mettre en place une représentativité du culte musulman, malgré toutes les tentatives qu'il y a eu depuis Jox, qui était ministre de l'Intérieur sous Mitterrand. Nous avons eu ensuite Mitterrand et Jox après. Nous avons eu ensuite Chevènement, nous avons eu plusieurs ministres de l'Intérieur, et effectivement Sarkozy qui va mettre en place en 2003 le CFCM, qui n'a pas réussi. On voit qu'aujourd'hui encore, on est au point de départ, comment organiser cette communauté, comment mettre en place un conseil théologique. Nourdine Aoussat nous disait que l'électorat musulman existait bel et bien, mais qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé. Votre avis sur la question? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un électorat musulman à partir du moment où personne ne peut lui envoyer une consigne de vote dans ce sens-là, ça veut dire pour voter en tant que communauté? C'est-à-dire que c'est un électorat qui existe physiquement, qui est dans la réaction affective et non pas raisonnée. Parce qu'aujourd'hui,
On nous dit qu'il y a eu 70% qui ont voté pour le gouvernement actuel, pour Hollande. Ben, je crois que les 70%, ils doivent s'en mordre les doigts. Parce que quand on a une communauté qui est aussi nombreuse, si elle était effectivement structurée et organisée, il y aura une autre réflexion. Il y aura toujours cet électorat, comme les autres communautés, arméniennes, juives et autres, mais elle aurait des directives sur le long terme, et non pas par à-coup. Les musulmans aujourd'hui réagissent par à-coup. Pour revenir aussi quand même à la tension actuelle, et qui a aujourd'hui quand même cette violence qui est palpable dans toute la France, pas qu'en Corse. En Corse, si vous voulez, comme c'est une île, et cette île, elle s'est toujours opposée aux gens qui venaient de l'extérieur, que ce soit des Parisiens, des Marseillais ou autres. Une île, en général, elle est toujours sur elle-même. Par contre, comme il a dit M. Mariotti, nous avons des points communs avec la Corse. Tout le bassin méditerranéen, il a des points communs. Et l'Algérie, plus particulièrement. Pourquoi? Mais ça reste une image d'Épinal, je crois. C'est très généreux, mais moi, je ne vois pas très bien... Je ne vois pas très bien ces liens communs entre des Corses et des Maghrébins qui sont chez eux. Très franchement, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais je veux être réaliste, quoi. Moi, je peux vous dire qu'il y a des liens importants, parce que personnellement, je suis dans une région du Sud où j'ai côtoyé beaucoup de Corses dans mes études, dans mon travail encore aujourd'hui. On a des relations excellentes, parce qu'on est quand même dans une pensée méditerranéenne. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas su cultiver cette relation. On n'a pas su la mettre en valeur. On n'a pas su rapprocher. Sachez quand même que dans l'histoire, il y a eu des Corses qui ont été déportés par Napoléon III en Algérie. Vous avez aussi des Algériens qui ont été déportés en Corse, à Calvi. Oui, il y en a eu en effet. En Nouvelle-Calédonie, mais il y a eu aussi en Corse. En effet. Donc la Corse a toujours été en relation avec le monde arabo-musulman, le monde maghrébin. Il y avait une forte communauté corse parmi les pieds noirs, comme on les appelle, algériens. Tout à fait. Tout à fait. En plus, nous avons les mêmes valeurs familiales. La maman, c'est sacré. Et nous avons même probablement des mots communs berbères. Il faut faire un travail linguistique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que cette inorganisation de l'islam de France. Ah, j'allais y venir. Excusez-moi, justement, j'avais des questions sur ça. J'aimerais vous cibler une question. Est-ce que... rapidement. Oui, allez-y, je vous en prie. Terminer un point rapidement, s'il vous plaît. C'est simplement rappeler la libération de la Corse en octobre 1943. Les libérateurs, ils sont accueillis avec ferveur. C'est des Marocains, c'est des Berbères. Donc, ils ont quand même libéré un peuple. Et ce peuple-là leur a fait, dans plusieurs endroits et dans plusieurs montagnes, des stèles de commémoration. C'est écrit en français et en berbère. C'est extraordinaire. Oui, donc, en effet, ils ont reçu les goumiers marocains qui ont participé à la libération de la Corse. Mais je voulais m'arrêter un peu sur cette histoire de représentation des musulmans de France. Alors, d'abord et avant tout, est-ce que vous pensez que les musulmans sont représentés en France ? Ils sont très mal représentés. Ils sont, si vous voulez, représentés à travers déjà toutes les structures existantes localement. Vous avez une association qui gère un lieu de culte, elle est déclarée en préfecture. Le problème, c'est qu'elle est mal gérée, elle n'est pas transparente, il n'y a pas de conseil d'administration, c'est un noyau de personnes qui s'imposent à toute une communauté et qui ne laisse pas sa place parce qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent, mais on les empêche d'accéder aux responsabilités, ce qui fait qu'on reste dans la médiocrité, et vous multipliez ça du quartier, dans la ville... Nous allons demander l'avis de Nordin Aoussat sur ça précisément, donc sur cette représentativité des représentants de France. Est-ce que vous confirmez ce que vient de nous dire Chérif Lounès? Et surtout, si tel est le cas, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on nous impose des gens qui ne nous représentent pas? Absolument. Moi, je dirais qu'il y a deux points. Il y a le point que Chérif Lounès a souligné. D'ailleurs, je te salue, Chérif. Salam alaikum.
On n'entend pas. Si, je vous entends. D'accord, très bien. Peut-être qu'il ne peut pas intervenir, mais... C'est une vieille connaissance, ça fait 30 ans, on se connaît depuis 30 ans. Très bien. Je le connais personnellement, donc sur toute cette partie, on a les mêmes informations, on a la même culture, c'est sûr. D'accord, il y a ce point-là. Donc il y a des lacunes au niveau organisationnel, au niveau de la gestion de ces associations ou des fédérations. Je veux dire, le renouvellement des générations, c'est une crise. Actuellement, les plus grandes fédérations françaises donc, souffrent de cela. Donc ce n'est un secret pour personne qu'au sein, par exemple, de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est la plus puissante des fédérations, il y a un grand problème de renouvellement de génération. Donc ça, c'est un fait. Mais il y a un deuxième fait aussi qui remonte un peu à plus loin. La France, elle a cette tradition, je dirais, de s'immiscer directement dans les affaires musulmanes. Ça remonte à 1793, c'est-à-dire à l'arrivée de Napoléon en Alexandrie. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans les livres d'histoire, on retrouve cela. Il a dit qu'il faut leur désigner des représentants, car si nous ne le faisons pas, c'est eux qui vont le faire. Donc c'est une vieille. Et dans l'histoire aussi de la France, ce qu'on appelle la politique musulmane de la France, je pense que la France a atteint son apothéose dans son émission et dans son intervention directe, ce qu'il ne faudrait pas... Comme l'affaire du Dahir berbère. Non, il n'y a pas exemple. Que ça. Ouais. Le jour où l'administration française est arrivée à faire élire le cheikh de la tariqa Soufia de Tijaniya. C'est-à-dire qu'il a influencé un système ancestral qui date depuis plusieurs siècles et c'est le candidat de l'administration française qui a été élu. 1936, l'Association des oulémas musulmans algériens, dans leur mémorandum, où ils s'adressaient à l'administration française, leur demandant de se comporter avec les musulmans de la même manière qu'ils se comportaient avec le culte israélite, qui était très minoritaire, le culte protestant, qui était aussi très minoritaire, et le culte catholique. Les musulmans, d'ailleurs, la suggestion, elle vient de passer il y a 3 semaines, mais il n'y a pas eu de réaction. C'est ça aussi, c'est malheureux. Ou lequel des candidats, c'est pas Copé, c'est Fillon. C'est Fillon qui demande à ce que le culte musulman soit géré par l'administration. Tout simplement. Et la loi de 1905 ? La loi de 1905, comme la loi de 1901, elles sont bafouées. Elles sont totalement bafouées, mais attention. Ça veut dire qu'on invoque la laïcité selon... à plusieurs, je dirais, à géométrie variable, mais comme dans la corruption, comme dans tout système, colonisation, colonisé, si la France a ce problème et qui est réel, comment il s'appelle, aussi Albert Memmi le décrit bien dans ses œuvres, le complexe du colonisé et le complexe du colonisateur. C'est qu'aujourd'hui, un autre face qu'on ne doit jamais occulter si on veut comprendre cette relation de l'administration française, des politiques français et des musulmans, c'est le complexe du colonisateur chez l'administration française, chez les politiques français et le complexe du colonisé chez les associations. Donc ce que tout à l'heure a été souligné à propos, mais tout ça est à propos des associations, c'est la réalité. Mais tout ça, il faut faire attention, il y a une vague de fond qui n'a pas encore atteint sa force pour changer, mais qui est en train. C'est pour ça qu'il faut regarder sur le terrain toutes ces associations qui sont totalement indépendantes de l'administration, qui sont étouffées, qui sont même aussi parfois, je dirais, leur voix, elle est couverte par celle des politiques parce que les médias ne leur donnent pas assez la parole. Mais pourquoi justement, pourquoi vous n'arrivez pas à secouer le cocotier alors que vous êtes très nombreux à vouloir le faire? Est-ce parce que les pouvoirs publics protègent ces gens qui les servent si bien? Est-ce parce que les médias ne vous ouvrent pas suffisamment leurs colonnes et leurs antennes? C'est quoi? Entre autres, les hommes politiques, bien entendu, ils ont intérêt à couvrir parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aussi? Si vous regardez bien, tous ces hommes politiques, ils ont un ancrage local. Ils sont maires ou députés d'une circonscription. Et sur place, les interlocuteurs, ce ne sont pas
pas cette nouvelle génération. Ce ne sont pas ces jeunes cultivés, formés religieusement, formés universitairement qu'ils ont comme interlocuteurs, mais ils ont les anciens. C'est pas que je généralise pas, mais d'une façon générale, ces anciens-là sont des gens qui, il suffit de les caresser dans le sens du poil, il suffit un petit peu de les, je dirais, juste leur jeter quelques les gaver fleurs, un petit peu voilà, aussi, les arroser. Ils sont prêts pour certains, et je ne vais pas aller par quatre chemins, ils sont prêts à faire les concessions, même les plus insupportables. Voilà. Nous allons revenir donc au sujet du jour, le racisme, le passage à l'acte, et nous allons recevoir Yassine Sami qui vient de nous rejoindre, je crois. Yassine Sami n'est pas encore joignable. Je reviens à Cherif Lounès. Cherif Lounès, est-ce que vous croyez que ces passages à l'acte racistes, islamophobes, arabophobes, on les appelle comme on veut, vont se multiplier encore plus à partir de maintenant? Ou est-ce que ça va se calmer? Est-ce que nous allons revenir à plus de sérénité, à plus de discussions les uns avec les autres? Comment ça va se passer selon vous? Moi, personnellement, je suis pessimiste et optimiste en même temps. Pessimiste parce que effectivement, nous sommes dans une situation où les tensions sont exacerbées. Optimiste parce qu'on commence, aussi bien dans la communauté musulmane que même chez les hommes politiques, à se rendre compte qu'il y a un problème de représentativité et qu'il faut peut-être revoir, repenser et agir autrement avec ceux qui sont qualifiés de représentants de la communauté musulmane. On a par exemple ce qui vient de se passer à propos de la fondation. Vous savez que cette fondation, elle date de 2005, à l'époque de M. Villepin, Premier ministre. Et quand il a mis en place cette fondation, elle a été confiée au Conseil français du culte musulman, le fameux CFCM. Et depuis 10 ans, ils n'ont réussi à rien faire pour organiser cette fondation. Et c'est comme cela qu'on est venu à penser à quelqu'un extérieur à ses représentants, et on a fait appel à M. Chevènement parce qu'il a des liens assez particuliers avec le monde musulman, avec la communauté. Lui-même, quand il a été ministre de l'Intérieur, il a voulu mettre en place une charte du musulman, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a quand même conscience qu'il faut faire bouger les choses. Parce qu'on ne peut plus se contenter de conseils de circonstances, de paroles dites parfois avec légèreté. Parce que ce qui se passe en France aujourd'hui a besoin d'une véritable organisation réfléchie et parce qu'il y a derrière cette lourde responsabilité, parce que les conséquences dont vous venez de faire allusion, elles risquent d'être incalculables. Il faut vraiment de nouvelles énergies, il faut tout changer, on a besoin d'une thérapie collective au sein de cette communauté musulmane pour faire sortir plus de morale, plus de respect, et que l'intellectuel prenne le dessus sur le clientélisme et l'opportunisme. Ça ne va pas être facile, mais du moment qu'il y a une prise de conscience, c'est déjà pour moi un pas positif. Maintenant, il faut quand même, il y a le feu dans cette société, il faut quand même développer le dialogue interreligieux, il faut développer la communication, chaque association dans son quartier, dans sa ville, de manière à apaiser les choses, expliquer aussi à certains de gens de chez nous qui ont parfois des comportements répréhensibles. Justement, Cherif Lounès, j'allais y venir. Ces comportements répréhensibles d'une minorité de la minorité des gens issus de cette communauté dont nous dirons jamais assez que c'est une communauté de gens qui travaillent, contrairement à ce mythe qu'on leur brode de gens qui profitent sur les allocations familiales, le chômage, etc. C'est des gens qui ne travaillent pas que lorsqu'ils ne trouvent pas d'emploi, chose dont ils souffrent et qui s'avère être une vraie discrimination à l'emploi. Mais sinon, il existe au sein de cette communauté, en effet, une petite marge de gens, comme dans toutes les communautés, qui se laissent aller à une certaine délinquance, certaines façons d'être et de vivre qui dérangent un peu les autres. Qu'est-ce que vous pensez faire, vous qui vous essayez d'organiser
cette communauté? Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour ne pas aller dans un seul sens, pour essayer de lancer des appels clairs à toute cette communauté pour qu'elle s'implique et pour qu'elle fasse cesser ces comportements inciviques qui desservent tout le monde? Moi, je pense qu'il faut déjà faire un travail sur les associations musulmanes, qui sont nombreuses, qui quadrillent tout le territoire français, y compris en Corse, et que ces associations travaillent effectivement à l'éducation, à la sensibilisation, à la formation des jeunes, des enfants, ce qu'on appelle le fameux catéchisme. Vous savez qu'il n'existe presque pas. Hein. Il y a des tas d'associations, elles ont leur lieu de culte, ils ne servent que pour les prières, et notamment le fameux vendredi où tout le monde vient, se précipite, mais il n'y a pas de formation, d'éducation. Et ça, c'est le gros péché de ces associations. Donc moi, je pense qu'il faut sensibiliser déjà là-dessus. Il est anormal que des gamins de quartier n'aient pas accès à un enseignement moral, religieux, de leur appartenance, en même temps aussi un appui, un soutien scolaire pour sortir les meilleurs. Et je pense que si on arrivait déjà à former cette génération, on éviterait qu'elle soit manipulée, qu'elle soit, mal orientée, mal conseillée. Aujourd'hui, vous avez par exemple des gens qui sont dans ces structures plus ou moins religieuses, alors qu'ils n'ont pas le niveau. Il faut un niveau requis. On ne peut pas être président d'une association si on est un illettré, c'est pas possible. On ne peut pas être un imam si on ne maîtrise pas aussi bien la science religieuse qu'aujourd'hui, effectivement, on le réclame, le français. Il faut pouvoir aussi s'exprimer avec ces jeunes pour les amener à une meilleure écoute. Restez avec nous. Nous venons de joindre Yassine Sami. Yassine Sami Saadi, merci d'être avec nous. Nous avons difficilement pu vous joindre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Vous arrivez vers la fin. Yassine Sami Saadi, qu'est-ce que vous pensez de ces événements en Corse et d'une manière générale de ce racisme qui commence, comme c'est le sujet du jour, à passer à l'acte aujourd'hui? Écoutez, mon cher ami, ce n'est pas un racisme qui commence. C'est une étape. On passe à l'étape supérieure. Ça veut dire après un travail. Ils ont travaillé l'opinion publique depuis pratiquement l'avènement de M. Sarkozy à la présidence de la République. Avec les retouches qu'ils ont fait sur la loi 1905 de la laïcité, ils ont introduit le débat d'une façon démesurée et rationnelle sur le foulard et les autres aménagements. La France, la classe politique française, de droite comme de gauche, elle a effectué une transhumance vers les pâturages de l'extrême droite. La communauté musulmane, elle subit en conséquence le contre-coup. Il suffit de voir les résultats économiques de la France depuis pratiquement maintenant une trentaine d'années. Ils n'arrivent pas à juguler le problème du chômage, ils n'arrivent pas à réformer. C'était le seul et unique pays en Europe où les réformes ne passent pas. Alors, ils ont besoin d'un bouc émissaire. Il suffit d'avoir une lecture des journaux des années 30 pour voir les éléments de langage. Il suffit d'enlever le mot juif, le remplacer par le mot musulman, islam et judaïsme, et à la place du judaïsme, et vous comprenez qu'on est en train de faire fonctionner la machine de la haine. Vous êtes en train de nous dire que nous sommes en train de vivre une montée d'un fascisme ou d'un fascisme nouveau, mais qui a pour cible les musulmans. Mais tout à fait. Je confirme. C'est-à-dire, il suffit de voir soit le Parti socialiste ou les partis de droite traditionnels, ils ont tous en commun aujourd'hui des éléments de langage qui font en sorte que la cible soit désignée d'avance. Ce qui s'est passé en Corse, c'est un révélateur. La conférence du procureur de la République qui a démonté le fait qu'il y ait l'existence d'un burkini ou je ne sais pas quoi, mais pour, sauver la face
parce que ce qui s'est passé, c'est très grave, parce qu'il y a eu les politiques qui ont participé, les médias, je dirais les élus locaux, encore si j'arrive, ça veut dire il y avait une machine derrière tout ça, et pour ne pas se discréditer, ils ont dit que cette famille, elle a essayé de privatiser la plage. C'est une notion vague en droit, vague, ce qu'on appelle, c'est pas un délit. De vouloir s'isoler sur une plage. Il y a des plages de nudistes en France, il y a des plages pour d'autres communautés et personne ne trouve rien à dire. Je reviens à la Corse. Ce qui se passe en Corse, c'est très très grave. La Corse qui a subi le diktat des groupes armés, des terroristes du FNNC et autres groupes affiliés, c'est les Corses qui ont passé sur silence l'assassinat d'un préfet, le plasticage des gendarmeries, des commissariats de police, le plasticage des préfectures. Ce n'est pas la communauté musulmane qui commet ces délits et ces crimes. Ce n'est pas un musulman qui a assassiné le préfet Erignac. Il faut rappeler aux Corses que la République, elle est défiée depuis 30 ans. Et ce n'est pas la communauté musulmane. Combien même il y a eu un dérapage, il faut le vérifier quand même, ça ne donne pas le droit aux Corses de descendre et faire des ratonnades on a l'impression qu'on est en train de pousser les gens à faire des pogroms. La situation elle est tellement grave qu'un groupe... Mais vous êtes particulièrement pessimiste, Yassine Sami Saadi. Vous pensez que ça va aller aussi loin, que le fossé est profond à ce point? Oui, je le pense, parce que déjà, on a les responsables de la communauté musulmane en France, je m'excuse le terme et la généralité, c'est des gens qui sont nuls, qui sont soumis, qui sont des carriéristes et des opportunistes. Il n'y en a pas un qui peut parler ouvertement de dire que les musulmans... Mais Yassine Sami Saadi, excusez-moi de vous interrompre. Il y a des gens dans cette communauté, en Corse, dans la communauté maghrébine, qui n'ont pas d'autre pays de rechange, même pas celui d'origine. Pour eux, leur pays, leur seul pays, c'est la Corse, c'est la France. Si nous leur dressons un tableau aussi sombre, est-ce que vous ne craignez pas que nous les confinions dans une situation où il n'y a plus d'espoir? Non, l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il ne faut pas se mentir, se voiler la face. Il faut être pragmatique, mais de l'autre côté, il faut être réaliste. Vous savez que 40 ans, 50 ans après, on parle des enfants qui sont nés, on parle d'eux comme des Beurs, comme des Maghrébins, comme des Nord-Africains. On ne dit jamais des Français. Ils ne sont pas acceptés. Et exceptionnellement encore en Corse. C'est-à-dire la Corse qui était libérée à l'époque où elle était sous le joug nazi. Mais ils n'ont pas où aller, Yassine Sami Saadi. Ces jeunes n'ont pas un autre pays de rechange. C'est leur seul pays. Mon cher Jamaldine, vous savez que dans les années 30, la communauté juive en Europe et celle en France qui a subi le Veldiv, ils étaient français, ils n'avaient pas un pays de rechange. Pourquoi on ne le dit pas? Ça n'a pas empêché les wagons, ça n'a pas empêché des milliers de lettres de délation par les voisins. Et il suffit de lire la presse des années sombres pour comprendre qu'on est en train de voir les mêmes réflexes, on est en train de voir les mêmes éléments de langage. Merci Yassine. Merci Yassine Sami Saadi. Nous arrivons vers la fin de l'émission. Yassine Sami Saadi a une vision particulièrement sombre. Et c'est celle de beaucoup de gens. Hein. De plus en plus de gens pensent comme ça. Il y en a même qui pensent à une sorte d'exodus, de retour au bercail, de départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordin Assad? Je connais tout cela. Je ne sais pas d'où il parle, c'est-à-dire le où sociologique et géographique duquel il parle notre ami Sami Saadi. Mais moi qui vis en France depuis une trentaine d'années... Il vit en France. Hein. Il vit en France aussi. Il vit en France. Oui, il vit en France, c'est un intellectuel assez connu, très engagé. Très bien. Moi, je suis aussi dans le même cadre. Je connais la France d'il y a une trentaine d'années. Je connais le poids de la communauté musulmane. Je sais ce qu'elle était capable de faire et de ne pas faire il y a une trentaine d'années. Et je la connais aujourd'hui. Je suis toujours avec elle. Et je dirais sans naïvisme, sans angélisme, que l'avenir est plutôt prometteur.
Ah bon? Oui, tout à fait. Vous êtes plutôt le verre à demi-plein. C'est pas qu'à demi-plein, c'est que le verre, il est en train de se remplir. Il est plus qu'à demi-plein. C'est vrai qu'il y a des inerties, c'est vrai qu'il y a des écueils, c'est vrai qu'il y a des défis encore à relever, mais d'une manière générale, cette génération montante, elle est capable de réaliser beaucoup de choses pour l'intérêt de la communauté. Et je vous donne rendez-vous en 2017, qui va l'année prochaine, et vous allez voir ce que la communauté sera capable de réaliser. Nous allons finir sur cette note optimiste. Je tiens à remercier Cherif Lounès, Sami Saadi, Nordine Aoussat, merci d'avoir participé à cette émission. Et je pense que nous allons bientôt devoir la refaire ou la poursuivre. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Qala khair, bislama.